Et sinon pour Evernote, ce que je peux dire, vu qu'on y est encore, bon on n'a pas pu filmer dedans non plus, mais donc il y a plein de trucs intéressants pour Evernote aussi, c'est que déjà ça a été lancé en 2007, enfin non l'idée est née en 2007, mais c'est vraiment en 2008 qu'ils ont lancé la plateforme. Et ils ont aussi lancé un Evernote un peu différent sur le marché chinois. Donc ah bah tiens, qui se fait interviewer là? Emily. Enfin bon, je viens de me faire interviewer aussi par la donc, mais donc je disais, alors pour Evernote on a vu tout ça et puis si je peux dire encore que bon déjà il y a 70% des gens qui l'utilisent pour le travail et on voit aussi qu'il y a OneNote qui est né maintenant, donc c'est un marché assez difficile. Ils ont dû faire face à de nombreuses restructurations. Mais ça continue de marcher, ils ont des partenariats avec Microsoft, finalement avec Google aussi, donc c'est ça qui est aussi marrant dans la Silicon Valley, c'est qu'ils se bagarrent entre eux, mais ils sont aussi amis entre eux, donc c'est un écosystème assez spécial. Et quand ils parlent de long terme, donc de voir à long terme, ils ne parlent pas de dans 10 ans, ils parlent dans l'année prochaine, et ça c'est le long terme ici. Parce qu'on ne sait jamais, et ce bâtiment aussi, c'est certainement pas Evernote qui l'a construit, ils l'ont pris justement dans une ancienne boîte peut-être, ou d'ailleurs. En tout cas c'est ce qu'on voyait à Facebook, ça appartenait à Microsoft avant, donc ouais. Enfin, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est qu'ils ont aussi des antennes à Zurich, hein, donc si vous avez envie de bosser pour Evernote, vous pouvez voir pour Zurich. Ils font un peu de tout là-bas, il y a une vingtaine d'employés. En tout, ils sont environ 300. Et puis, ce qui est bien aussi pour le marketing, ce qu'ils font là-bas, enfin ici, c'est que quand ils ont une idée, au lieu de bouleverser leur application de base, donc de mettre une fonctionnalité que les users n'aimeront peut-être pas, bah, ils vont simplement créer une application à côté. Par exemple, pour scanner des documents, ils ont créé une application à côté. Quand ils voient que ça marche, si ça marche, dans ce cas, ils intègrent le truc à l'application de base. Et finalement, ça va ramener les utilisateurs de cette application, même s'ils la laissent sur le marché, à l'application de base qui est Evernote. Donc ça fait du marketing et ça fait un produit test qui marche pas bien. D'ailleurs, pour les petits curieux, ils développent en iOS la plupart du temps. Dans le sens que les applications test, les trucs de ce genre-là, c'est iOS, Mac. Et quand tu entres là-dedans, t'as que des Mac. Mais vraiment, t'as tous les Mac, un bureau avec que des Mac partout. Et, mais ce qui était aussi intéressant, c'est leur manière de faire les croquis, c'est qu'ils impriment vraiment sur les visions, enfin, t'as la capture d'écran du téléphone, à quoi ça ressemble, et ils font tout plein de schémas et ils le mettent sur le mur, donc t'as vraiment l'impression d'être dans une start-up ou dans une boîte où ils font tout ça. Enfin bon, et du coup, voilà. Donc ça a été ton interview? Ça s'appelle se prendre en rond. Enfin bon. Là, on va à un événement sur la réalité augmentée. Pour l'instant, on est à la réception, enfin dans le bon bâtiment. Et, on va voir ce qu'il y a là-bas. Alors, Tristan, qu'est-ce que tu as pensé de Stanford? C'est vraiment que je réponde. Ouais, je sais pas, le son il va pas être bon là, en tout cas si bas. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho un peu. Ouais, je crois que je vais laisser tomber. D'ailleurs, à propos du marché chinois, donc je disais avant dans Evernote ils avaient lancé une version exprès pour le marché chinois, qui s'appelait d'ailleurs autrement, qui avait une autre marque de fabrique, enfin dans notre logo et tout, mais avec finalement les mêmes fonctions. Et c'est ce qu'on voit souvent aussi, bah, que justement le marché chinois c'est un autre marché, on ne retrouve pas les mêmes applications. Souvent c'est les mêmes personnes qui sont derrière, c'est les mêmes filiales, mais ils changent leur nom, ils changent finalement leur design et ils se regroupent uniquement pour le marché chinois ou plus généralement asiatique. Et c'est quelque chose qu'on observe finalement et qui est assez étonnant dans la technologie. Dans cette technologie du moins, c'est qu'on aurait tendance à imaginer qu'il suffit de faire une application à un seul endroit et hop, c'est dans le monde entier. Mais comme il y a différents marchés aussi qui sont un peu plus fermés, où il faut une approche un peu différente pour que le produit passe, on voit justement ces grosses boîtes qui tentent justement d'attaquer aussi pour ne pas perdre du marché. Et c'est d'ailleurs justement quand une grosse boîte lance un produit là-bas, c'est des milliards de personnes qu'elle peut potentiellement toucher vu qu'il y a énormément de personnes. Et donc ouais. C'est ça qui nous attend. Enfin je suppose. Ça y est, San Francisco. Bienvenue dans mes bureaux. Hein. Ah, je disais que c'était mes bureaux, ouais. C'est pas mal, hein. Bon, bah, du coup, pour Evernote aussi, sinon, ils licencient. Ils ont licencié 20% de leur staff. Les bureaux sont à moitié vides. Quand on leur pose la question, ils disent ils travaillent le mercredi à la maison. Enfin, je suppose que c'est vrai en partie, mais effectivement, c'est là qu'on voit aussi que dans le métier,
quand on a une de ces startups, ce dont on a peur, c'est que le géant d'à côté, soit il reproduit la même chose au lieu de par exemple nous acheter, ou de pas vendre au bon moment, et donc qu'une année après, comme le long terme à Silicon Valley c'est pas plus, ben on finisse par se cracher. Et donc c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Evernote là. Donc bon, ils essaient de garder de bonne face, mais c'était vide quoi. C'était sympa, mais les bureaux étaient vides. C'est trop stylé. Mais vraiment là, Mais qu'est-ce donc? Ah, arrêt sur image. Microsoft HoloLens. Et oui, ce sont les lunettes de Microsoft. Vous les avez peut-être aperçues. En tout cas, Microsoft les a présentées le 21 janvier 2015, il y a donc déjà plus d'une année. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Alors déjà, outre le fait qu'elles sont complètement autonomes et n'ont donc pas besoin d'ordinateur ou de smartphone pour fonctionner comme les lunettes de réalité virtuelle, elles sont en fait des lunettes de réalité augmentée. Et par augmenter, j'entends quoi? J'entends que vous voyez tout dans la salle comme si vous aviez des simples lunettes en fait de correction de vue. Mais par-dessus se rajoute n'importe quoi. Se rajoute un écran plasma, se rajoute quelqu'un dans la pièce, se rajoute un train qui passe à travers la pièce, je ne sais quoi. Enfin bon, c'est vraiment le projet phare de Microsoft de ces dernières années, ou du moins de ces derniers mois. Et c'est quelque chose que nous avons pu tester. Et le fait est que c'est très dur à trouver pour l'instant encore. Depuis octobre 2015, en fait, ils ont annoncé les kits de développement. Et bon, ils coûtent 3000 $. Et ils ont commencé à être vendus. Donc oui, il y a quelques studios qui les utilisent et qui commencent à développer avec. Mais c'est pas encore pour le grand public et le prix non plus. En tout cas, difficile à approcher, certes, mais vraiment impressionnant parce que sans câble et aussi le dispositif ne repose pas sur le nez. Il se tient grâce au casque au-dessus. Bref, ça fait un peu futuriste. Et d'ailleurs, j'ai vu justement un article récemment de Science et Avenir qui disait qu'ils avaient pu le tester justement. Et en gros, ils disent que le premier contact visuel avec un hologramme est saisissant. Donc c'est vraiment une machine à hologramme, quoi. Vous voyez un écran dessus. Et moi, quand je l'ai testé, franchement, ça m'avait pas choqué. Mais après avoir lu l'article, je me suis rendu compte que si, quand même. Parce que quand on compare avec les lunettes virtuelles, de réalité virtuelle, je veux dire, on voit les pixels ou on voit que c'est de la réalité virtuelle ou même des fois on a mal à la tête. Là non, maintenant ça m'est bien revenu et effectivement quand je regardais j'avais vraiment quelque chose devant moi comme si c'était un écran sur le mur mais en haute qualité. En haute qualité sans voir que c'était des pixels et donc vraiment c'était saisissant ça. Alors donc l'œil oui il est flatté pour ça effectivement et puis il y a aussi donc les graphismes qui s'adaptent parfaitement et ça montre ouais comme ils disent que ce n'est pas un gadget quoi. Donc en plus de ça, les images sont dans les deux lentilles, donc ouais, mais le cerveau, il interprète les images finalement comme si elles étaient réellement là, parce que comme la salle est scannée avant par le gadget en fait, ben quand vous avez par exemple un écureuil qui se balade sur une table, et ben, qui va sauter derrière la table, comme le casque il sait qu'il y a une table ici, donc il sait qu'il y a un objet qui est opaque parce qu'il a fait le tour autour, ben, il va cacher l'écureuil. Donc vous aurez vraiment l'impression que l'écureuil est derrière. Donc vous pouvez vraiment avoir l'impression que tout est en train de changer autour de vous et au final vous pourriez peut-être après avoir une personne dans la même salle que vous, quoi. Dans la même salle que vous et interagir avec les objets. Vous n'allez pas traverser les murs, quoi. Donc ouais, franchement, une petite révolution sur la route. Ouais, non mais là j'ai détruit le mur, c'est plus simple. Oui mais il y a des aliens quelque part. Alors désolé, je n'ai pas beaucoup filmé lors de cette séance, mais j'ai pris quelques notes en tout cas. Et donc pour venir un peu sur l'histoire des Oculus et de ces lunettes de réalité augmentée, donc je crois que c'est Linda Jacobson qui parlait, donc la femme qui est que vous verrez après, qui parlait du fait que quand elle était plus jeune, elle voulait justement ces lunettes-là, mais que ça n'existait pas, qu'il fallait les fabriquer soi-même, que c'était possible, mais qu'il fallait demander les bugs, qu'il fallait avoir beaucoup de patience et tout, que tu voyais énormément de pixels, que machin, truc, enfin des trucs vieux, mais il existe aussi de vieilles lunettes comme ça pour des consoles. Enfin bon, et maintenant elle est surprise qu'avec un téléphone, on fait mieux, beaucoup mieux qu'avant. Et d'ailleurs il y a aussi Christopher Perry qui disait ça, donc lui il fait, il me semble aussi pour de l'architecture, il a essayé de faire des trucs avec. En tout cas il est de Samsung Research Lab, donc pour la VR aussi il me semble.
Et on retrouvait aussi Amon Hernandez qui lui s'occupe de hackathon avec VR. Donc quand je dis VR, c'est Virtual Reality. Hein. Et puis il y avait Eliav Tronson qui lui s'occupe de, fait partie de Silicon Vikings, qui est justement eux qui hébergeaient cet event. Et donc pourquoi je les cite eux? Parce qu'ils ont aussi posé une question. Quelle était la différence finalement avec l'an dernier? C'est-à-dire qu'en une année, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde de la VR comme avancée? Et là, ils ont répondu à peu près quelques points que j'ai notés, que c'est justement aussi Microsoft qui s'en est très bien sorti, beaucoup plus qu'attendu, parce que justement avec ces lunettes, ils ont réussi à entrer presque sur le marché avec en tout cas les développements kits et puis bientôt le marché, donc et que ça marche réellement. Et donc c'est vraiment sorti d'une bombe un peu finalement ces lunettes parce que personne s'attendait à voir ça aussitôt. Ils pensaient encore dans 5 ans ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça leur a aussi permis d'évoquer la question de la Chine qui finalement a débloqué des millions pour la réalité virtuelle et qui pose donc la question de la copie. Hein. Donc on sait bien que le copyright en Chine, c'est pas trop ça. Et donc oui, il y aura des versions chinoises de l'HoloLens, de virtual réalité, d'autres trucs et machin, mais ce qui est bien avec ces casques, de leur point de vue, c'est qu'ils sont difficiles à copier. Et plus en Chine on fait une technologie finalement difficile à copier, moins de risques finalement qu'il y ait de copie. Donc c'est pas tellement la puissance d'une compagnie qui fait qu'il n'y a pas de copie en Chine, mais c'est plutôt la puissance de sa technologie elle-même qui doit être difficile à copier. Et bon, après, on voit aussi que ils ont aussi parlé un peu des limites des VR actuels, hein, parce que par exemple avec le Samsung, vous achetez un Samsung récemment, vous aviez un casque Oculus, je sais plus lequel, mais un casque pour smartphone gratuit. Si vous précommandez le casque, je l'ai eu moi, mais bon, j'ai fait muse avec peut-être 2 fois, et puis après c'était pas très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont encore dit ne faites pas de start-up dans l'architecture. Quelque sorte de start-up dans l'architecture vous allez faire, vous allez être poursuivi après. Dès que vous voulez faire un building, il y a toujours des poursuites, machin et tout. Bon, ça c'est un peu à l'américaine, on va dire, mais ça me fait marrer parce que ça fait de vous un lien avec quand on disait ne faites pas de start-up avec les voyages ou la musique. Finalement, je pense que si on consulte tous les experts, ils vont finir tous par vous dire ne faites pas de start-up dans ci, dans ça, dans finalement tout, quoi. Donc oui, il faut quand même en faire. Je pense que c'est un peu ce qu'on retient. Il faut avoir l'idée, quoi. Aussi, ils ont dit que le web est la plateforme, et ça, je suis absolument d'accord. Moi, je développe en web mes applications, je développe en web aussi, et sans que les gens se rendent compte. Des fois, quand je fais une application Android ou iPhone, souvent une grosse partie de celle-ci est en fait une inclusion dans site web qui est un peu déguisé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas mon application. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le navigateur web qui va afficher le contenu de l'application, dont l'application elle-même, sans que vous vous rendez compte que c'est le navigateur web, mais ça reste le navigateur web. On peut déjà faire de la VR avec le web. Donc je pense que c'est vraiment une plateforme qui a encore de l'avenir et que c'est celle-là finalement qui va se développer le mieux parce que c'est celle aussi qui est cross-plateforme, qui marche chez tous les mobiles, chez tous les parties et tout ça. Quand vous faites une application sur iPhone, sur Android, vous devez la coder deux langages différents. Vous devez la coder pour tous les langages, pour tous les appareils. Mais si vous utilisez du web, vous faites un seul noyau et vous le faites une seule fois. Et ça vous permet de faire plus d'options aussi parce que vous perdez moins de temps à adapter tout le code et tout ça. Ce qui est marrant, c'est que finalement, Oculus est quand même la meilleure équipe, ou du moins l'a été pour ça. Et maintenant, c'est peut-être Microsoft qui va prendre le lead. J'ai hâte de suivre les histoires et j'espère que ça vous intéresse aussi. En tout cas, les 10 que nous étions, on était bien intéressés, certains même plus que d'autres. Je crois que je vais vous laisser là pour cette vidéo. En tout cas, je vous sers peut-être le vin là, comme les interlocuteurs. Et moi, je vous dis ciao. A little pinot to go with the voilà. And voilà. Another way to augment reality.